Bonjour à tous, bienvenue à cette causerie CGI organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Alors, j'ai le plaisir d'animer le panel de discussion de cet après-midi qui va porter sur l'impact du contexte de la COVID-19 sur l'expérience client. Alors, je me présente, Michèle Yambias-Meunier, je suis vice-présidente Affaires publiques et corporatives à la Chambre et je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires qui rendent possible la réalisation de cet événement CGI qui est présenté par SNC-Lavalin en collaboration avec Hydro-Québec. On me dit que ça griche un petit peu quand je parle, donc vous m'excuserez à l'avance. On a fait différents tests. C'est la beauté du virtuel. On va s'adapter. Alors, désolé là, si le son n'est pas excellent. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On sait que les crises forcent des changements. On s'adapte, on repense, on doit transformer, pivoter les façons de faire pivoter nos façons de faire. Alors, dans le contexte de la COVID, c'est arrivé tellement vite qu'on a dû passer en quatrième vitesse et modifier nos approches de manière accélérée. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de la transformation de l'expérience client et du comportement des consommateurs. C'est un panel multidisciplinaire, qui est composé d'Anne-Marie Hubert, qui est associée directrice pour l'Est du Canada chez EY, Marie Connolly, qui est professeure du département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal et fellow Cyrano, et de Roger Plamondon, qui est président du groupe immobilier Brocolini. Alors, le panel sera suivi d'une période de questions que je vais animer. Je vous invite d'ailleurs à les poser par écrit à l'aide de la boîte Q&A. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, sous l'écran, il y a une petite boîte qui s'appelle Q&A et vous pouvez écrire vos questions à cet endroit-là. Elles vont apparaître là, de notre côté. On pourra les poser à la fin. La boîte chat, il y a une autre boîte qui s'appelle chat qui sert plutôt à nous faire part de vos commentaires. Donc, les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, qu'on aurait reçues dans la boîte Q&A, vont être envoyées à nos conférenciers par la suite, puis ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous répondre directement par écrit. Alors, j'invite maintenant les panélistes, donc Anne-Marie, Marie et Roger, à se présenter brièvement. Commençons par Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Anne-Marie Hubert, associée directrice EY du Canada. Donc, présidente également de l'Institut de la technologie pour l'humain, pour le Canada également, ici à Montréal. Heureuse d'être avec vous pour parler de la transformation de l'expérience client. Les habitudes clients changent, nos façons de les servir doivent évoluer aussi. Puis on est honnêtement à Montréal, là. Créativité, technologie, on a tout ce qu'il faut là, pour sortir gagnant de cet épisode. Donc, à nous de saisir l'occasion. Merci Anne-Marie. Marie, je t'invite à te présenter brièvement. Bonjour, alors moi c'est Marie Connolly. Comme par Michel, je suis professeure au département des sciences économiques à l'ESG-UQAM. Je suis aussi fellow Cyrano. Mon expertise est en économie du travail et spécifiquement en capital humain. Par contre, avec la crise de la COVID, on a dû tous un peu se réinventer, comme Anne-Marie l'a dit. Et puis, ça m'a amené vers des recherches qui se penchent sur les risques et les bénéfices de la réouverture de différents secteurs de l'économie. Donc, je pense que je vais avoir l'occasion d'en glisser un mot là-dessus. Donc, voici mon expertise par rapport à cette question. Merci Marie. Roger, à ton tour. Alors, bonjour tout le monde. Roger Plamondon, président du groupe immobilier de Brocolini. Alors, Brocolini, on est développeur et constructeur de façon très présente dans le centre-ville de Montréal. Donc, le centre-ville de Montréal, on y tient, on l'a à cœur. Et moi, je suis un fier Montréalais, fier de la créativité des Montréalais et je suis convaincu qu'ensemble, on va utiliser toutes nos ressources pour bien passer à travers cette crise. Merci à vous trois encore une fois d'être avec nous cet après-midi. Alors, on va rentrer directement là, dans le vif du sujet. On a différents thèmes qui ont été développés là, ou enfin sur lesquels on a décidé de se concentrer. J'ai une première question qui est adressée à Marie du Cyrano. Donc, vous avez développé un outil d'évaluation pour visualiser les risques et les opportunités de redémarrer les activités par profession, par industrie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ces risques-là et ces opportunités-là vont influencer
le comportement des consommateurs, surtout pour la demande pour nos entreprises? Oui, ben, je vais commencer en expliquant un petit peu le travail qu'on a fait. C'est un outil qui est disponible sur le site web du Cyrano dans la section COVID, outils et données. C'est complètement open source à cet égard-là. C'est basé sur des données Statistique Canada. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé de mettre ensemble un petit peu le côté sanitaire, donc risque sanitaire, mais aussi le côté économie. Donc, depuis le début de la crise, on avait beaucoup d'échos, surtout du côté santé sanitaire. On a su aussi, on savait, on le voyait bien arriver que ça allait mal du côté de l'économie, la fermeture obligée d'un grand nombre de commerces, d'établissements et ainsi de suite a fait en sorte que plein de gens se sont retrouvés au chômage. Puis, on s'est demandé un peu comme question, qu'est-ce qui va arriver, comment on va évaluer les risques liés à la réouverture, ou en tout cas aux différents domaines d'activité. Donc, le travail qu'on a fait, il est adapté de travail qu'on a fait en collaboration avec des gens à l'Université de Colombie-Britannique. Puis, pour chaque secteur et pour chaque profession dans ces différents secteurs-là, on évalue les risques de transmission du virus. C'est basé sur vraiment les caractéristiques de l'emploi, mais aussi les caractéristiques individuelles. Donc, emploi, est-ce que quelqu'un travaille en proximité avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a du face-à-face? Est-ce que la personne travaille à l'extérieur? Des choses comme ça. Puis, pour la personne même, donc, est-ce que cette personne-là habite avec un travailleur de la santé, est âgé de plus de 60 ans, des choses comme ça, ou aussi, est-ce que les gens viennent au travail en transport en commun, des choses comme ça. Donc ça, c'est comme le côté risque. On a aussi évalué le côté bénéfice de réouverture, là, le côté plus économique, qui est donc en termes de contribution du secteur ou du sous-secteur au PIB québécois. Donc, plus un secteur est gros, plus il est important. Aussi en termes d'emploi, donc le nombre d'emplois dans ce secteur-là, puis aussi les pertes d'emplois, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi dans les derniers mois. Donc, pour aller vers la question, donc où est-ce que le consommateur se situe dans tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est que le consommateur est, la plupart du temps, souvent avant tout, un travailleur. Et donc, je pense que ça permet de comprendre du point de vue du travailleur, est-ce que les travailleurs vont avoir plus de risques à réintégrer leur milieu de travail? Comment ces risques-là peuvent être mitigés? Puis aussi de cerner, là, on a fait l'outil surtout pour aider la décision au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises, comment mitiger ces risques-là, mais quels bénéfices il y a aussi. On voit tout de suite que dans certains secteurs, ça a été catastrophique. Et donc, il faut aller comme soutenir ces secteurs-là pour les aider à repartir la machine. Merci beaucoup, Marie. J'ai une autre question qui est plutôt sur la thématique de la transformation des comportements des consommateurs avec le volet numérique et la technologie. Donc, j'adresse cette question-là plus spécifiquement à Anne-Marie, qui est associée directeur talent chez EY. Alors, dans le cadre de tes fonctions, Anne-Marie, chez EY, vous accompagnez des clients à réexaminer leur modèle d'affaires, à redéfinir l'expérience client. Vous devez établir des fondements plus solides pour maintenir une croissance et un avantage là, à long terme. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises qui vont ressortir gagnantes finalement de toute cette démarche-là sont celles qui parviennent à établir un équilibre entre les interactions physiques et l'expérience virtuelle? Oui, ça fait partie de la solution, mais pensons aux grandes tendances. La COVID, en fait, accélère plein de choses. Donc, accélère le numérique partout, le digital partout. Là, hein? On en voit beaucoup plus, donc ça crée des nouvelles opportunités à saisir. Il y avait déjà avant la crise pas mal de soucis pour l'environnement, le durable, l'impact sociétal. Donc, là, la COVID, en fait, fait en sorte qu'on se déplace moins, on consomme moins. Donc, est-ce que ça va changer les habitudes des consommateurs? C'est des questions à se poser parce que si on change nos habitudes pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 2 ans, c'est ça que ça continue après. Troisièmement, il y avait déjà des tensions du protectionnisme et puis il y avait déjà des barrières tarifaires, etc. Et puis là, on voit que dans la chaîne d'approvisionnement, on dépend d'autres, puis on voudrait être un petit peu plus autonome.
Donc, on voudrait aussi aider notre voisin puis aider nos communautés. On ne pourra pas, là, le marché est bien trop petit au Canada pour qu'on se limite sur notre petit marché. Il faut saisir tous ces facteurs-là pour devenir des gagnants mondiaux. Il faut se saisir de ces opportunités pour être capable de faire découvrir ce qu'on a à offrir, mais aussi l'offrir au reste du monde et exporter, puis attirer des investisseurs étrangers également. Donc, il y a comme deux mondes. Tu as le monde où c'est facile d'adopter les technologies, puis de se transformer. Tous ceux qui travaillaient, nous autres, on a annoncé une journée, puis le lendemain, tout le monde était à la maison, puis j'ai perdu 3 points de productivité entre cette semaine-là. C'est tout. Là. Ça n'a pas eu plus d'impact que ça en termes de capacité des gens de faire leurs travaux le lendemain. Et puis, les gens fonctionnent très, très bien à la maison. Il y a des défis particuliers, là. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des sources de stress autres, donc ça ne fonctionne pas si bien que ça pour tout le monde. Mais d'une manière générale, le taux de productivité, il n'a pas diminué. Les gens trouvent qu'ils ont une belle qualité de vie, ils sont à la maison pour faire à souper avec les enfants, le conjoint, etc. Donc, il y a des grands avantages à tout ce mode-là que les gens vont vouloir continuer. Mais tu fais affaire avec des clients. Comme là, on est là puis on se voit tous, c'est assez facile de bâtir une relation, on se connaît puis d'avoir un échange qui est quand même un échange assez proche. Mais quand tu vas avoir une relation client, tu veux bâtir des nouvelles relations, comment tu vas pouvoir capitaliser sur les gens que tu connais pour t'introduire aux gens? Tu sais, on n'est pas un événement tous ensemble à la chambre de commerce où je rencontre du monde à table. Là. Donc, il va falloir se trouver des nouveaux moyens de rencontrer de nouveaux clients, de faire du développement des affaires de façon différente. Puis, il va falloir trouver des moyens pour que les gens soient à l'aise d'interagir et puis de conclure des ententes. Donc, il va y avoir des évolutions dans le digital, dans le numérique. Comment on va faire pour avoir des relations intéressantes puis élargir nos relations? Mais après ça, c'est le physique. Tu as un client, là, bon, hein, 2 mètres plus loin, ou si tu viens plus proche, j'ai ça. La proximité, fais attention. Donc, le physique, pour un bout, tant qu'on ne sera pas confiant que tout le monde gère les risques et que c'est sécuritaire de se retrouver dans un environnement physique, ça va être difficile d'attirer les clients. Puis Roger va en parler, là. Moi, je regarde comment je vais faire pour que mes gens aient envie de revenir au centre-ville quand ils ne sont pas obligés de revenir au centre-ville pour travailler. Parce qu'il y a toutes les petites entreprises autour, il y a les musées, il y a les commerces, etc. Puis on veut impérativement, c'est la richesse de Montréal, c'est le milieu culturel, c'est la qualité. On était petits, on voulait venir magasiner à Montréal quand on venait de la campagne. Donc, comment on va faire pour réattirer les gens? Puis comment eux vont faire pour nous redonner confiance, puis qu'on ait pas peur, puis qu'on ait envie. Donc, ça risque d'être un mélange de ma mère qui a 85 ans va regarder en ligne, va acheter des choses en ligne parce que c'est plus sécuritaire pour elle. Mais là, elle va vouloir venir là, puis elle va planifier sa visite au musée des Beaux-Arts. Puis elle va savoir à quelle heure, elle va savoir que la distance est gérée, elle va savoir. Donc, on risque d'avoir un environnement où on va prendre des rendez-vous pour aller magasiner, des rendez-vous pour aller au restaurant, pour avoir des expériences uniques et sécuritaires. Donc, ça va prendre un mélange de physique et de virtuel, puis le virtuel va devoir vraiment améliorer la capacité de chacun d'offrir une expérience physique qui est vraiment intéressante, qui est mieux planifiée, mais qui est sécuritaire également si on veut ramener les gens au centre-ville, dans les communautés, pour des événements également. Donc, ça va transformer profondément les relations pour le long terme. Puis, on veut continuer à travailler avec l'étranger aussi, là. Donc là, les frais de déplacement, les ça, mais on va quand même bâtir des relations à distance. Ce n'est pas toujours si évident. Donc, il va falloir évoluer. Puis, c'est là que la technologie, la créativité, il y a un grand projet là, chez Zoo avec plusieurs grands employeurs. Comment tu m'aides à transformer certaines interactions grâce à la créativité, la créativité en tech là, pour le virtuel? Donc, ça va prendre un mélange de créativité puis de culture, des choses physiques puis des choses virtuelles. Puis, il me semble qu'il n'y a pas une place dans le monde où ça devrait être un meilleur avantage compétitif que Montréal. On devrait être capable d'offrir ces deux types d'expériences avec le talent qu'on a, la créativité, les jeux vidéo. On a des industries qui peuvent nous aider à complètement transformer les expériences. Il faut s'en servir, puis il faut que ce soit
tout le monde veut venir ici parce que c'est la place où c'est le plus fun de faire du virtuel, puis c'est le plus fun de voir le monde. Merci Anne-Marie. Tu l'as mentionné, on va devoir adapter nos modèles d'affaires, les modifier. On a parlé de nouvelles règles de sécurité là, sanitaire. Tu as donné l'exemple de prendre des rendez-vous, par exemple, pour aller magasiner. On sait qu'avec la crise, on observe là, une augmentation assez importante des activités en ligne. On sait que le comportement des consommateurs est en train d'évoluer. Pour les gens qui nous écoutent, si tu avais un ou deux conseils à donner là, pour les entreprises ou des gestionnaires qui devraient miser ou prioriser des changements pour s'adapter, tu miserais sur quoi? C'est le talent qui va nous faire gagner, hein? C'est nos gens qui vont nous faire. Donc, ça te prend une vision, ça te prend des ambitions. Il faut accepter les faits. Il faut accepter la réalité. Là. On est confronté à une situation où les contraintes de distanciation physique, de protection personnelle, etc., vont faire en sorte qu'il va y avoir moins de monde dans nos établissements, moins de monde dans le transport en commun, moins de monde au bureau. Donc, comment on fait en sorte pour que ces gens-là fonctionnent bien? Puis comment on fait en sorte de complémenter pour aller chercher des revenus avec d'autres choses si on n'est pas capable, de le faire physiquement? Donc, une crise, pour moi, le leadership pendant la crise te permet de te réinventer. Il y a peut-être des choses que tu avais envie de faire avant, puis tu voyais les tendances qui venaient. Puis à cause de la crise, là, on est tous connectés. Il ne faudrait pas qu'on laisse pour compte les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent. Donc, comme société, là, regardons juste ce que Centraide a réussi à faire. En quelques semaines, on a dit les bénévoles, c'est surtout des personnes de 70 et plus, il faut recruter. Mais si j'envoie ces gens-là venir des repas à des gens qui sont dans des endroits, il faut que je les protège. Donc, des masques, des gants, du désinfectant pour les mains. Ils ont travaillé avec les grandes entreprises pharmaceutiques, puis avec quelques institutions financières, etc. Puis on a tous donné des équipements de protection personnelle pour qu'on puisse amener des gens de façon sécuritaire à offrir des services. En parallèle, on dit, OK, il y a toutes les lignes d'informations, les gens qui sont désespérés, qui appellent pour avoir de l'aide. Donc, mes bénévoles, il faut que je les forme. Ils ont travaillé avec des organismes qui ont recyclé des appareils intelligents, des ordinateurs, des tablettes, etc., pour permettre de donner accès, une deuxième vie aux équipements qui ont servi à des bénévoles. Ils ont formé les bénévoles, puis ils ont tous répondu à des appels de partout à la maison. Ce n'est pas des gens qui avaient tous un téléphone intelligent ou de l'accès Internet avant. C'est Centraide a pu le faire pour le communautaire. Je ne peux pas croire qu'on ne sera pas capable de le faire pour les PME, mais des fois, ça prend de l'aide. 90% des jobs du secteur privé au Canada, c'est les entreprises de moins de 500 employés. Donc, il faut qu'on soit collectivement capable d'offrir du soutien et des moyens à toutes les PME qui ont des défis pour qu'ils puissent être branchés et qu'ils puissent saisir le meilleur des deux mondes, le meilleur du physique et le meilleur du virtuel. Merci Anne-Marie. Je vais aller dans un troisième thème qui est celui de la transformation du vivre en ville des consommateurs. Alors, je vais m'adresser à toi, Roger Plamondon de chez Brocolini. Alors, est-ce qu'on peut dire que la crise représente une occasion de redéfinir l'expérience client en ce qui concerne l'aménagement des villes, des centres urbains? Il n'y a aucun doute. La crise va donner l'occasion de même mettre à l'épreuve certaines choses où on aurait eu beaucoup de réticence à vouloir l'essayer. Donc, on parle des rues piétonnières, beaucoup de pistes cyclables aménagées, comment que nous allons penser à l'aménagement et à la mobilité, comment ça va venir s'intégrer maintenant dans un nouveau tissu urbain. Je vais le prendre, moi, disons, étape par étape, parce que pour moi, et Anne-Marie en a parlé tantôt, je pense que le tout va commencer par un comportement collectif. Si on veut redéfinir les villes, il va falloir au moins se donner des balises de base comme comportement collectif de la société. Donc, le port du masque pour essayer d'atténuer l'effet, de respecter les règles qui sont mises en place. Si on ne part pas avec ça comme base, c'est clair que tous les résultats vont être mitigés. Nous, on le regarde à partir de l'unité d'habitation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'unité d'habitation? Donc, comment nous allons redéfinir les unités d'habitation? La chose la plus évidente, évidemment, c'est le redesign des espaces vivables avec un espace de travail, parce qu'on était tous pognés dans un cycle de
plus petite unité, plus petite unité, plus petite unité, qu'elle soit efficace. Mais là, il faut au moins y aménager un espace. On regarde maintenant toute la question de connectivité pour que l'ensemble de l'immeuble n'ait aucun point mort au niveau de la connectivité. Les ascenseurs, on va utiliser pour essayer d'éviter de touches à la main. Donc, avec le téléphone cellulaire, on va être capable de programmer à quel étage que je veux aller, être capable de rentrer l'ascenseur. Les systèmes sont tellement plus intelligents présentement, essayer de minimiser les contacts. Et ensuite, quand dans nos espaces, même des chambres réfrigérées pour recevoir les épiceries qui vont être faites en ligne, parce que cette partie-là risque de demeurer. Donc, comment on va tout songer cette partie-là? Et on est même rendu, nous, à faire des endroits où la voiture sans chauffeur va être capable de venir pour avoir une zone pour venir chercher les gens et de repartir. Donc, tout aménager ça à l'intérieur d'un complexe pour qu'on puisse être autonome. Et une fois que nous allons sortir à l'extérieur, mais une fois que tu sors à l'extérieur, là, tu as toute la question de comment on agit et où on veut aller. Et pour moi, la clé numéro un de ramener les gens au centre-ville, le comportement, c'est le transport. Tout tourne alentour du transport. On a vu ce matin dans le Devoir, on parlait que le retour à l'utilisation de l'automobile est revenu au niveau pré-COVID. Mais le transport en commun n'est pas au rendez-vous. Et si on veut ramener le centre-ville, quand on est un centre-ville fort, il va falloir redonner confiance à utiliser le transport en commun. Donc, il va falloir vraiment collectivement et on va dépendre énormément sur le côté scientifique pour donner les éléments de confiance. Donc, on parle du 2 mètres à peut-être 1 mètre. Si on a un masque, est-ce que ça va changer? Donc, il va falloir regarder tout ça. On parle des rues piétonnières. Bien, la rue piétonnière, il va aussi falloir l'aménager en fonction de sécurité sanitaire. Donc, est-ce que j'ai des endroits hygiène? Est-ce que je peux aller à la salle de bain en quelque part? Les magasins ne seront pas tous ouverts avec les salles de bain. Donc, je vais aller où? Je vais me laver les mains où? On parle de faire des terrasses. Est-ce qu'on va utiliser, nous allons aider nos détaillants parce que c'est un coût supplémentaire à faire la terrasse. Oui, ça amène une recette additionnelle, mais au moment où les recettes sont au minimum, ce n'est pas le temps d'imposer les dépenses supplémentaires. Donc, allons-nous créer des zones de terrasse pour pouvoir attirer les gens? Il va falloir être créatif sur comment on attire les gens. Mais dans toute situation, il y a toujours les côtés positifs. Tu parlais tantôt d'aller magasiner sur rendez-vous. Alors, moi, je regarde ce qui s'est fait parce qu'on a des bureaux, nous, dans différentes provinces et on regarde voir qu'est-ce qui se fait. Puis j'étais sur le Conseil canadien du commerce de détail. Et là, on regarde les détaillants. Puis on découvre que les détaillants, les consommateurs, il y a un côté des consommateurs qui aiment ça parce que je prends mon rendez-vous, j'arrive au magasin, j'ai un associé de vente qui m'est quasiment associé 1 à 1, j'ai un service clientèle, je rentre, je me dirige, j'achète, je sors et l'expérience se fait rapidement. Je pense qu'une des clés qui va être essentielle à tout ça, ça va être d'avoir un inventaire permanent réel qui va faire en sorte que je ne me déplace pas pour aller au magasin et que malheureusement, l'article n'est pas disponible. Parce que là, l'expérience va devenir vraiment pénible. Donc, on va voir une transformation de ce côté-là. On parle de... Et Anne-Marie, tu pourrais dire à ta maman que tu veux l'amener au Musée des Beaux-Arts. J'ai fait l'expérience, moi, au Musée des Beaux-Arts le dimanche dernier, et je dois admettre que l'expérience a été tellement agréable que là, je vais organiser un événement avec les employés, puis j'amène les employés au centre-ville pour aller faire la visite du musée. Parce que c'était tellement agréable, c'était tellement bien orchestré, tu avais ta plage horaire, tu rentrais. Imagine, tu es dans un musée et tu as devant toi le présentoir à toi seul. Tu peux regarder les choses à toi seul parce que l'autre personne est à 6 pieds de toi et c'est une ligne constante qui bouge continuellement. Et donc, tu visites toute l'exposition, mais tu te sens comme tu es privilégié parce que tu es dans un musée et tu vois les choses et tu as le temps de les absorber, tu as le temps de les regarder. Et j'ai trouvé ça génial. Sécurité sanitaire partout. Donc, il y a des occasions de transformer le centre-ville pour le rendre plus excitant, plus intéressant. Le défi, je reviens toujours au transport, c'est comment on amène les gens ensuite à nos bureaux. Et Anne-Marie a parlé tantôt d'un aménagement différent au niveau des bureaux, et certes. Et là, il y a 2 écoles de pensée. Est-ce que nous allons avoir besoin de plus d'espace, moins d'espace? Parce que j'ai besoin de plus d'espace par personne. Donc, est-ce que je demeure la même chose? Mais la clé première, c'est de pouvoir les amener au bureau. Donc, si je travaille dans une tour au 40e étage, ça me prend 1 heure pour monter parce qu'il y a seulement 2 personnes par ascenseur. Mais là, on a une problématique. Donc, la question du transport encore, comment nous allons rectifier ça?
Et ça, je dois vous admettre, je n'ai pas de réponse magique parce que si je l'aurais, ça ferait longtemps que j'aurais pris le brevet sur cette solution-là. Parce que ça va être le plus grand défi. L'aménagement de bureaux, je pense qu'il y a un changement profond et on ne changera pas demain le comportement. Peu importe qu'on revient au bureau, il va y avoir une partie des employés qui ne seront pas là. Donc, il va falloir être créatif dans l'aménagement, les communications à l'intérieur du bureau, les plateformes numériques, comment nous allons traiter l'arrivée de visiteurs à nos bureaux tout le temps en vouloir protéger nos employés. Donc, il va y avoir un comportement qui va changer de ce côté-là. Et la mobilité urbaine, bien, moi, j'y crois depuis longtemps. J'étais un des fondateurs de Bixi, donc j'y crois énormément à la mobilité et le vélo est une clé qui va venir aider le déplacement des gens si on est capable d'y donner des activités pour attirer les gens. Maintenant, l'autre réalité qui va vite nous faire, à laquelle nous allons avoir à faire face, c'est que tout ça est beau, mais rendu au mois d'octobre, la température change de façon assez draconienne à Montréal. Et qu'allons-nous faire pour passer l'hiver? Et ça va demander aussi une autre planification. Comment on va garder les gens à l'extérieur? Comment nous allons faire pour garder les gens si on n'a pas trouvé de vaccin? Et ça va être ici. En plus, il y a une deuxième crise que tout le monde annonce là. Donc, comment que nous allons, quel impact ça va avoir? Donc, il va y avoir des changements profonds, je crois, dans le comportement. L'aménagement urbain des rues, l'aménagement des rues. Il va y avoir des zones que je pense qui vont devenir dédiées en permanence à avoir moins de circulation automobile. Il va falloir utiliser au maximum le parc automobile, le parc de stationnement, je devrais dire, qui est disponible pour le rendre accessible et non pas seulement pour les utilisateurs de bureaux. Le rapport qui a été chapeauté, entre autres, par la Chambre qui parle d'utiliser les espaces dans les tours à bureaux. Et effectivement, ça fait partie de la solution. Je fais une petite parenthèse très intéressante. Merci, Roger. On déposait justement la semaine dernière en collaboration avec le partenariat du quartier des spectacles un plan d'action pour le centre-ville parce que ce qui nous préoccupe effectivement, c'est comment on s'assure de maintenir une forme d'achalandage au centre-ville en considérant que le télétravail va beaucoup augmenter ou enfin, il a déjà augmenté puis il risque d'être maintenu. Et puis, les commerçants vivent des travailleurs dans les tours à bureaux, mais des étudiants et des touristes également. Alors, il faut vraiment repenser effectivement, puis il y a beaucoup d'éléments de réponse que tu nous as donnés dans ta réponse, mais ça va être un défi, tant d'un point de vue effectivement de faire cohabiter les différents types de mobilité de transport, puis d'amener là-dedans de l'animation urbaine. Enfin, on s'y penche, il faut continuer à plancher sur ce défi-là parce que nos commerçants du centre-ville vont en avoir bien besoin. J'ai une question qui s'adresse à tous. Je vais peut-être inviter Anne-Marie à sauter là, sur une première réponse, mais c'est en lien avec les solutions technologiques. Puis je sais, Anne-Marie, que tu sièges aussi au conseil d'administration du MILA. Comment est-ce que les outils technologiques peuvent faire partie de la solution pour promouvoir des expériences d'achat positives pour les consommateurs dans des centres urbains? Est-ce que cette crise représente, je crois que oui, mais une occasion de redéfinir l'expérience des consommateurs d'un point de vue technologique? Écoute, la première des choses, je pense que c'est celle que Roger a abordée, c'est une question de donner confiance aux gens qu'on peut offrir des environnements sécuritaires. Il faut changer de la peur pour de la confiance. Puis ensuite, il va falloir changer, c'est pas trop agréable de venir dans des lieux physiques difficiles pour du plaisir. Donc, il y a deux volets. Donc, oui, je suis au conseil du MILA, mais je préside l'Institut de la technologie pour l'humain, puis on savait pertinemment que les solutions à l'Institut, donc c'est basé en Europe, il y a des chapitres à différents endroits dans le monde. On travaille à l'Institut avec des chercheurs qui sont conseillers de l'OCDE, de l'Union européenne, des gens du Cyrano, des gens de l'OVIA également. Puis, donc, le but, c'est la technologie au service de l'humain. Donc, c'est clair là, que les applications, là, ça fait peur. Hein? Il y a plein de risques associés à la donnée, il y a plein de risques. Mais en l'occurrence, il va falloir des solutions technologiques pour sauver des vies. À un moment donné, on l'a mentionné tout à l'heure, quand quelqu'un, ça prend des tests pour rassurer les gens qu'il n'y a pas trop de cas, puis on ne va pas avoir trop de cas, puis embourber le soin de santé, puis être obligé de choisir, je mets un respirateur à lui ou à lui, comme ils ont dû le faire dans certaines administrations. Donc, on doit gérer les incidents. Donc, ça prend des tests, ça prend des stratégies de tests.
Et puis là, on a tout fermé parce qu'on n'était pas équipés avec les tests et les solutions, etc. Puis on crée tous que ça revienne. Puis on sait que ça va revenir. Mais est-ce qu'on va être capable de mieux gérer les risques quand ça va revenir, puis ne pas tout fermer, mais fermer les endroits où c'est plus risqué? Donc, ça te prend des tests pour savoir où sont ces endroits-là. Il y a des tests dans cette... Puis ensuite, ça te prend du traçage. Présentement, le traçage, on le fait manuellement. Donc, quelqu'un a des symptômes, va se faire tester, test positif, puis là, on demande, OK, bon, ben, c'est qui tes contacts? Tu as vu qui? Tu es allé au bureau, tu es allé là, ton conjoint, numéro de téléphone, si je te demande, as-tu un amant, vas-tu me répondre? Je prends toutes ces informations-là manuellement. Là. Puis après, j'appelle ces gens-là. Donc, on met des ressources, on met des tonnes de ressources là, pour faire ce travail-là manuellement au téléphone. On essaie de rejoindre le monde pour leur dire, écoutez, restez à la maison, vous avez été en contact avec un cas positif. Puis on te donne un document pour donner à ton employeur. Donc là, ça a pu prendre une journée, 2 journées, 3 journées, 4, 5 journées après que j'aille le test. C'est que ce monde-là, ils ont contaminé plein de monde pendant ce temps-là. Donc, les applications, le but, c'est d'abord et avant tout d'accélérer le fait que je sais que je suis un danger pour mon conjoint, je suis un danger pour mes collègues, donc je reste à la maison. D'accélérer l'habilité de se retirer. Là, il y a 2 choix en termes d'applications. Donc, il y a des applications binaires. Tout de suite, quand tu es testé, tous ceux que tu as rencontrés sont avisés, puis ils savent qu'ils sont un danger pour les autres, donc ils s'isolent. Et puis, ce que le Miller essayait de faire, c'est quoi de l'intelligence artificielle? C'est de la prédiction, dans le fond. C'est de l'analyse statistique pour être capable de mieux mesurer les probabilités. Donc, le Miller essayait de faire des analyses prédictives. Donc, si tu as visité, tu as passé du temps dans un quartier, puis il commence à avoir pas mal de cas positifs qui sont décelés dans ce quartier-là, bien, peut-être que tu vas avoir des symptômes dans quelques jours, puis que tu devras aller te faire tester. Donc, ça te le dit avant que ça t'arrive. Donc, dans un cas, tu le fais manuellement, tu as plus de morts. Dans l'autre cas, tu le fais de façon binaire. Le jour où tu sais que tu l'as, les gens sont avisés. Puis dans l'autre cas, tu essaies d'anticiper puis d'aviser plus vite. C'est dans le fond, le choix, c'est plus de morts, moins de morts ou moins de morts encore. Puis si tu as plus de précision statistique, ça informait aussi, le but, c'était aussi d'informer les réseaux de santé. Donc, pour différentes raisons, de dire au monde, ça fonctionne très, très bien, les applications en Chine, où tu forces le monde à les prendre. Donc, on sait très bien qu'on ne peut pas forcer le monde à les prendre ici, puis on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent, puis qui va downloader, puis qui va utiliser Bluetooth. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le même niveau de protection que les autres s'ils ne l'utilisent pas. Puis, s'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise, bien, les gens ne sauront pas si tu ne complémentes pas avec du manuel. Donc il y a des choix à faire de technologie, mais si on peut utiliser les technologies, ça peut réduire les risques que quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un de testé positif circule, puis accroître les risques pour les autres. Donc, les solutions test technologie de traçage, ça va l'ensemble. Là, je comprends que l'application du Miller n'a pas été choisie. La recherche qui a été faite, les calculs prédictifs qui ont été faits par le Miller ont été faits en open source. Donc, la valeur de pouvoir prévoir et puis augmenter les connaissances sur comment le virus se propage. Il y a une valeur à ça qui va être reprise ici ou ailleurs. Si ce n'est pas le Canada, peut-être que d'autres pays, parce que le Miller travaillait avec MIT, travaillait avec l'Angleterre, travaillait avec d'autres pays dans le monde. Donc, peut-être que dans une phase 2, on pourrait intégrer la valeur ajoutée de la capacité de l'intelligence artificielle dans les applications qu'on va utiliser. C'est un peu triste, mais collectivement, on en parlait tous en préparation de l'événement. On ne peut pas se permettre de ne pas aviser le monde, donc de ne pas aviser le monde qu'ils ont rencontré quelqu'un de positif et qu'ils devraient faire attention à ceux qu'ils aiment, puis à ceux avec qui ils travaillent, puis aux autres dans la société. On ne peut pas se permettre à des gens donc les consignes sanitaires, un consensus social sur qu'est-ce qu'on va faire, puis de convaincre le plus de monde possible d'utiliser peu importe l'app qu'on va choisir comme pays, là, mais de l'utiliser, c'est pour sauver des vies. Si tu attends 3-4 jours de plus pour le savoir, il y a des gens qui vont mourir. Donc, c'est notre responsabilité collective. Puis si on ne fait pas ces choses-là pour protéger les autres, c'est le risque de prendre, mais c'est aussi le risque de donner qu'on essaie de gérer. Si on ne gère pas ces risques-là ensemble, avec des masques, en se lavant les mains, en ayant des désinfectants pour les mains, etc., bien, on va avoir plus de morts, puis on risque de se retrouver dans une situation où on va être obligé de refermer l'économie.
On ne veut pas ça, non? Alors qu'on voudrait être capable de dire, bon, ben, il y a des risques, là, on va peut-être prendre des précautions, on va être capable, dans une phase 2, il faut qu'on ait gagné, qu'on ait appris à mieux gérer les risques. Donc, c'est le but des technologies. Il y a une autre technologie toute simple, là, pour dire c'est à 2 mètres de quelqu'un, ça bip. Donc ça, personne n'a trop de savoir qu'il y a quelqu'un à 2 mètres. C'est les employés. Il y a des choses toutes simples qui sont moins d'informations personnelles. Mais quelque part, en 2020, oui, il y a des risques associés aux technologies, mais si on n'est pas capable de les identifier et les gérer, on a un problème. On disait, par exemple, tu ne veux pas que quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé soit exclu de tout. Mais quand tu as de l'intelligence artificielle, tu peux le dire que tu travailles dans le monde de la santé, puis tu peux avoir une validation que tu te protèges. Donc, ton risque n'est pas plus élevé que l'autre qui va faire son épicerie et qui ne se protège pas, là. Donc, il y a façon de gérer les risques si on prend le temps comme société de les identifier et de les gérer correctement. C'est ça qu'il faut qu'on fasse pour éviter une vague 2 qui soit trop... ça va revenir, mais il ne faut pas que ça soit trop fort. On a parlé, donc on vient d'aborder la question des opportunités que représente la technologie, mais aussi des impacts. Puis là, je m'adresse à Marie Connolly. Donc, si on parle d'impact, on se doute que bien que les technologies aient l'avantage d'améliorer notre efficacité par moment, ça peut y avoir un impact sur le capital humain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une accélération de l'automatisation des tâches si on passe, par exemple, au secteur manufacturier? Automatisation, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce mot-là. C'est sûr que c'était une tendance vers l'automatisation qui était là avant le début de la COVID. Là, on se ramasse dans une situation où c'est plus difficile d'avoir des gens sur place. Donc, on se dit, on va peut-être les transformer, les changer en machines. Ça va nous servir plus. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une part de ça. Mais il y a 2 enjeux que j'aimerais soulever par rapport à ça. Il y en a un qui est par rapport à la formation puis au capital humain, parce que ces machines-là, il faut les construire, il faut les programmer, il faut les opérer, même s'il y a moins de monde qui est derrière la machine que derrière la ligne de montage. Il y a quand même des gens qui sont là. Puis donc là, il y a un enjeu de formation. Puis on parle des différents secteurs, là, mais il y a vraiment réouverte avec l'enseignement à distance. On a des enjeux au niveau de la formation, pas nécessairement aujourd'hui ou demain, là, mais dans pas si longtemps que ça. Les jeunes qui sont en ce moment en train de poursuivre leur parcours scolaire sont plus à risque de décrocher, d'avoir de la difficulté à persévérer. Puis ça, on va le ressentir justement en termes d'automatisation, parce qu'on aura moins de monde pour opérer ces machines, pour les programmer et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier tout le côté éducatif, éducation, pour justement être capable de gérer ces choses-là. La deuxième chose que je voulais soulever aussi, c'est il y a un côté un peu paradoxal aussi que oui, on peut se tourner vers des machines, mais il y a un autre où la pandémie a vraiment mis en lumière le besoin essentiel qu'on a d'un certain nombre de travail qui est du travail qui doit être fait à la main. Donc, je pense aux préposés aux bénéficiaires, par exemple, qui est un travail qui était complètement sous-évalué de la plupart des gens. Puis là, tout à coup, on s'est rendu compte que, oups, peut-être que si on avait mieux géré cette catégorie de travailleurs, on aurait pu mieux éviter ou en tout cas minimiser les dommages importants qu'on a eus dans les CHSLD et autres maisons de retraite. Donc, ça a vraiment mis en lumière justement ces petits emplois-là qui ne sont pas du tout automatisés. Je parle aussi, par exemple, les gens qui mettent les cannes dans les étagères, dans les épiceries, tout le personnel de ce type-là, qui est vraiment crucial, qui n'ont pas le choix de continuer à travailler. Mais aussi, si on parle des préposés aux bénéficiaires, il y a peut-être justement un rôle pour une certaine... Automatisation, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais une certaine meilleure utilisation de technologies pour justement gérer ce personnel-là. Puis mieux aller... on ne va pas changer le fait que la personne doit être là en personne devant les résidents, mais on pourrait essayer de mieux dispatcher ces personnes-là, puis faire en sorte de mieux évaluer les risques. Là où il y a des foyers d'éclosion, on ne va pas les mettre en contact avec d'autres gens, on va mieux
faire la gestion de nos ressources humaines grâce à certaines technologies qui pourraient être en partie automatisées. Donc, je pense qu'il y a plusieurs défis qui arrivent ici suite à la crise de la COVID. Merci, Marie. Peut-être une question qui s'adresse à tous avant qu'on passe à la... Je regarde l'heure, il nous reste un 15-20 minutes, puis je veux garder du temps parce qu'il y a quelques questions déjà là, des participants, mais j'en ai une dernière, puis c'est en lien avec la relance verte. Alors, cette relance des secteurs de l'économie va donner l'occasion de tester des solutions vertes. Est-ce que vous pensez que les consommateurs vont être au rendez-vous pour cette relance verte de l'économie? Ben, je crois que les consommateurs, je pense qu'il va falloir démontrer le bien fondé. Toute crise pandémique dans le passé a eu comme résultat d'amener des choses bénéfiques au niveau du comportement et des systèmes qu'on a retrouvés dans les villes à travers le monde. Si on a juste à penser à quelque chose aussi élémentaire que les systèmes d'égouts ont été la suite d'une pandémie. Donc, je crois qu'il y a une occasion vraiment réelle ici de démontrer le bien fondé de certaines choses. On a juste à penser à même quelque chose aussi simple que les systèmes de ventilation dans les immeubles, dans les maisons. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour améliorer la qualité de vie? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour utiliser la technologie verte pour se donner une meilleure qualité de vie? Mais je crois que, comme n'importe quelle autre chose, tout va dépendre de l'effet profond de l'impact économique de la chose. Donc, il faut se relever le plus vite possible et utiliser toutes les ressources et toute la créativité qui est mise à notre disposition. On parlait avant la pandémie que Montréal, et je vais utiliser l'anglicisme là, mais Montréal, c'était la ville hot là, à travers le Canada, une des villes les plus recherchées et tout ça. Et tout ce qui était la raison d'être de ça n'a pas changé. Alors, le bien fondé est toujours là. Et il faut juste maintenant utiliser tout ce génie créateur de tous nos gens pour être au rendez-vous et mettre de l'avant des choses. Mais ça va demander un changement et une approche plus collective. Et j'en parlais un peu à l'entrée avant qu'on participe à la plénière. Et je disais que les entreprises aussi qui ont eu la chance de pouvoir passer à travers moins graffiné, si on veut, devront changer de comportement et on doit aider. Il y a des secteurs qui vont être très durement attaqués et on doit tout faire pour agir de façon collective. Les technologies vertes vont être une partie de la solution. Et donc, il faut les voir, mais les gens vont vouloir avoir une sécurité avant. Et on pourra, si on peut utiliser cette partie-là comme élément extraordinaire, faisons-le. Mais moi, je dis que c'est le changement de comportement. Marie en a parlé un peu, Marie en a parlé aussi. Il va falloir vraiment penser à tous nos secteurs puis nous aider collectivement. Puis ensemble, nous allons sortir 100 fois mieux que n'importe quel autre endroit. Ça, j'en suis convaincu. Je cède la parole à mes collègues. Michel, je peux peut-être rebondir. Dans le fond, il y a un paradoxe avec l'économie verte au Québec, là, parce qu'on veut tous, mais on est ceux qui consomment encore le plus d'essence, on est ceux qui, dans le fond, on regarde les autres, puis on ne change pas nos comportements individuels de manière générale. Donc, pour qu'il y ait une réelle transformation énergie verte, il faudrait accepter que ce n'est pas juste de cesser certaines choses. À un moment donné, moi, je peux pas partir de Montréal et aller voir ma maman avec une voiture électrique. Puis, je peux y aller en autobus, mais ça me prend 20 heures, ça ne me tente pas. Donc, il y a des réalités, là. On veut bien, mais on ne peut pas. Puis, il va falloir arrêter de dire on arrête ça, puis eux autres, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils vendent. Il va falloir qu'on regarde par industrie puis qu'on se donne des vrais objectifs de transition énergétique dans tous les domaines. Est-ce qu'on devrait mesurer l'empreinte carbone puis la consommation d'eau de chaque individu? Est-ce qu'on devrait, si quelqu'un gaspille trop puis remplit sa piscine 5 fois dans l'été, est-ce que tous les Montréalais devraient payer pour ça ou est-ce que lui devrait payer pour sa consommation? Donc, est-ce qu'on va avoir une économie qui va permettre d'avoir une transition vers le net zéro 2050 dans toutes les industries?
Il y a des industries qui, a priori, semblent très propres parce que leur produit est très propre, mais tous les employés vont en auto, les édifices consomment de l'énergie, on éclaire, on climatise, ils ont toute l'empreinte carbone. Comment on compense, comment on capture, comment on vend les offsets, comment on fait pour que le marché financier puis les comportements individuels et collectifs dans chaque industrie soient transformés. Ça va prendre des réformes. COVID nous montre qu'on peut se déplacer moins, qu'on peut prendre le vélo, qu'on peut faire d'autres choses, là. Mais il va falloir une prise de conscience collective que c'est un essentiel. Il y a des ressources limitées sur la planète, puis collectivement, on doit être plus responsable dans la façon de les utiliser. Puis j'ose espérer qu'il y a quand même beaucoup d'argent des gouvernements qui vont dans tout ça. J'ose espérer que certains des instruments financiers qui seront utilisés pour les infrastructures ou pour différentes choses qui vont permettre de faire une différence pour la société auront un aspect finance responsable. On doit impérativement réallouer les capitaux vers les entreprises qui font les bonnes choses pour l'environnement, pour leurs clients, leur talent et l'environnement, client, talent. Puis la résultante, ça va être qu'ils vont avoir des résultats pour leurs investisseurs. Il va falloir arrêter de mesurer juste le résultat financier court terme. Puis il va falloir investir collectivement, comme société, comme gouvernement, comme entreprise. Puis on le voit, là, la Caisse de dépôt a fait des annonces très claires à cet effet-là, les indicateurs qui vont regarder l'innovation pour financer le durable, la diversité. Donc, des indicateurs très clairs pour soutenir les entreprises. Donc, je pense que, comme Roger l'a mentionné, le volet, puis Marie va probablement renchérir parce qu'elle est dans le domaine économique, il faut que l'économique et la finance suivent pour que les comportements changent. Ah ben, je peux renchérir. J'allais dire, en tant qu'économiste, c'est sûr que moi, je ne suis pas spécialiste de l'environnement, mais j'ai des collègues qui le sont, puis ça doit passer quelque part par la tarification du carbone. Il y a plusieurs façons de le faire, ça se décline de différentes façons, mais en quelque part, il faut qu'il y ait un coût. Puis, je crois fermement qu'une fois qu'il y a un coût, ben là, on s'adapte, on innove, on trouve des nouvelles solutions, puis c'est comme ça qu'on va avoir vraiment la vision globale puis être capable de faire du changement. Entre-temps, avec la crise qu'on vit actuellement, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être avoir des rues pétonnières qui vont s'ouvrir. Puis avant, on aurait dit « Ah non, je ne vais plus pouvoir me stationner, je ne voudrais plus aller là. » Peut-être que la crise va nous forcer à faire quelque chose que finalement, on va y prendre goût. Puis on va se dire, hey, c'est le fun de pouvoir se promener sur telle rue, c'est plus sympathique. Je peux m'asseoir à la terrasse du restaurant, puis j'ai pas comme les pots d'échappement des autos qui m'arrivent en pleine face. Donc, on va peut-être s'y prendre goût, puis ça va peut-être nous aider à faire des changements, mais fermer, rendre une rue piétonnière pendant l'été, c'est somme toute assez mineur comparativement à l'enjeu plus global là, de tarification du carbone. Merci à vous trois pour ces réponses. Il nous reste encore 8 minutes, alors je vais passer à aux questions des participants qu'on a reçues. J'en ai environ là, 5 ou 6. On n'aura pas le temps de toutes les couvrir probablement, mais je commence par celle-ci. Le modèle d'affaires de mon entreprise dépend de l'achalandage de touristes à Montréal. Quels sont vos conseils pour redéfinir mon offre de services? J'aimerais arriver à rejoindre ma clientèle qui est située à l'extérieur de Montréal en incorporant davantage des outils technologiques. Je suis une entreprise du secteur culturel. Pardon. Cette question? Je pense que ce que l'on va voir, il y a quand même une coalition des leaders du secteur culturel. C'est sans doute l'un des plus grands avantages les plus grands attraits, dans le fond, pour le centre-ville de Montréal. Je pense qu'il va falloir une concertation. On a vu Roger qui dit « OK, on s'en va au musée avec nos employés ». Donc, ça va prendre une concertation. Il va falloir beaucoup plus de collaboration, de coordination, pour qu'ensemble, on remette l'offre culturelle, on la rende disponible, donc qu'elle soit, qu'il y ait un site, il y a la vitrine culturelle pour les offres de spectacle. Est-ce qu'on pourrait avoir une vitrine culturelle plus large, qui soit vraiment la vitrine, que tu sois à Paris, que tu sois un employé qui envisage venir au centre-ville, que tu sois quelqu'un en Gaspésie qui pense venir à Montréal. Il faut voir l'ensemble de l'offre culturelle puis choisir que le site donne vraiment envie. Et puis, qu'en parallèle, ce serait mieux si c'était concerté, que l'infrastructure technologique et l'investissement coordonné plutôt que chaque PME ou chaque entreprise qui le fasse.
s'il y avait une plateforme uniforme, qui devienne la place pour visiter virtuellement, mais ça me donne vraiment envie d'y aller physiquement. Puis ça redonnerait de l'achalandage au commerce, ça redonnerait de la... Donc, faut s'occuper de son propre site, mais si on peut travailler avec d'autres pour essayer d'avoir un site pour l'industrie culturelle, comme on réserve au restaurant, on voit tous les restaurants à Montréal, on réserve quelque chose pour le monde culturel aussi, puis peut-être des offres pour les employeurs également. Parce que nous autres, on va chercher les moyens d'attirer nos gens au bureau aussi, là. Ils peuvent travailler de la maison pour plusieurs, puis ce ne sera pas le fun de monter, descendre l'ascenseur, là, ou être à 2 mètres l'un de l'autre avec un masque si on va faire pipi, là. Ça ne sera pas si le fun que ça, là. Donc, il va falloir d'autres attraits, puis la culture en fait partie. Puis je suis entièrement d'accord avec toi, Anne-Marie, que moi, je suis convaincu de ça, que la culture va être un des grands atouts, des grands attraits pour ramener les gens, parce qu'on veut tous avoir l'occasion de pouvoir être près physiquement un de l'autre. Et le bureau ne sera peut-être pas cette occasion-là pour un avenir rapproché. Donc, quelle meilleure occasion de pouvoir saisir un événement culturel et ramener les gens ensemble et utiliser ça pour justement réanimer le tout. La plateforme commune que tu viens de parler, je pense qu'elle est essentielle pour que ce soit un effort collectif. Parce que l'effort individuel va avoir des résultats, mais si on pourrait avoir un effort collectif, je pense que ça serait génial. Il va falloir voir aussi, là, je ne sais pas quelle taille, mais tu sais, les grandes salles, ça va être difficile. Donc, est-ce qu'on peut penser à avoir des événements avec quelques joueurs de l'OSM dans différents parcs? Puis est-ce qu'on peut penser à des spectacles, des initiatives en plein air toute l'année? Ben, nous, on a participé à les événements de concerts en plein air du Square Victoria. Dans tout cet événement-là. Donc, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire ça à travers les différentes zones pour pouvoir justement rendre des choses qui sont attrayantes et donner une raison pour se déplacer. Et ensuite, bien là, tu vas joindre la bouffe à tout ça parce que là, tu vas avoir les gens et là, tu vas créer un événement et tu vas voir qu'il va y avoir... moi, je fais énormément confiance à la créativité du génie montréalais pour trouver des choses, pour réalimenter. C'est juste qu'il va falloir y donner un coup de pouce pour le démarrer. Et démontrer que ça marche. Puis après ça, tu vas voir que la roue, l'engrenage va très bien rouler. J'ai une autre question ici qui s'adresse probablement plutôt à toi, Roger. C'est une question de Robert Manningham. Désolée si j'ai mal prononcé le nom de famille. Donc, comment la pandémie actuelle va modifier les habitudes d'achat des unités de logement et des espaces commerciaux? On peut penser à la dimension, à la situation géographique, aux besoins en télétravail. Puis moi, j'ajoute même à l'époque, à l'époque, il y a jusqu'à cette année, on pensait à des aires communes. C'est des appartements qui avaient des balcons. Est-ce qu'on adapte tout ça finalement? C'est sûr qu'on doit le regarder et analyser et ensuite essayer de faire une distinction à ce qui pourrait être un changement profond à un changement court terme qui est causé par quelque chose d'autre. Je crois, puis je l'ai mentionné tantôt, je crois qu'un des changements fondamentaux à lesquels on doit faire face va être le design de l'espace humain où nous allons habiter pour justement donner une zone, que ce soit une zone qu'on appelle là une zone de télétravail ou une zone où on peut se recueillir, c'est sûr. On regarde aussi, on parle de balcons. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau de balcons? Donner des plus grandes surfaces au niveau des balcons. Bon, évidemment, dans les grandes tours, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sortir sur un balcon à un 48e étage, mais disons que ce n'est pas exactement la même température qu'il y a en bas, donc il va falloir faire face à tout ce côté-là. L'éclairage à l'intérieur des unités pour rendre les unités encore plus claires, plus vivantes et ainsi de suite, rendre l'aménagement plus agréable. Au niveau du commercial, c'est clair qu'il va falloir, si je le prends au niveau des bureaux, on va repenser les espaces de travail où on a des unités de travail qui étaient, disons, à toute fin pratique, entassées un par-dessus l'autre pour créer des unités de travail, des endroits de travail qui seront plus aptes à un partage du travail parce qu'il y a une grande possibilité qu'on doit faire face pendant une période de temps à
une rotation des employés qui vont venir. Alors, tout ça. Alors, les systèmes, je parlais tantôt des systèmes, ça va être surtout un grand effort au niveau des systèmes de ventilation, plus d'air frais, des filtres. On parle aux stations de nettoyage. On regarde même la technologie pour utiliser des rayons de lumière pour pouvoir nettoyer, des purificateurs d'air pour enlever. Alors, il y a pas seulement au niveau du design, mais au niveau de l'exploitation des espaces que les choses vont changer. Le grand inconnu, c'est banlieue versus centre-ville. Et où on s'en va avec tout ça? C'est sûr qu'à court terme, ben là, tout d'un coup, il y a des gens qui disent ben, moi, j'aime ça, je n'ai pas à voyager, de me taper l'heure du travail, je suis à la maison, je suis en banlieue, je suis bien. Et tout ça va dépendre encore une fois de comment on est capable de rendre notre centre-ville attrayant. Il y a une raison pour laquelle les gens voulaient revenir au centre-ville. Il va falloir lui redonner ce pouvoir d'attraction-là. Tout ça au moment où la tendance était d'avoir des open space et des aires communes. Hein? Absolument, absolument. Ça ne fait juste que démontrer que, comme toute chose, il n'y a rien qui est permanent. C'est pas statique, c'est très dynamique. Il faut s'adapter. J'ai une dernière question d'un participant là, avant qu'on termine le panel. J'ai envie de t'inviter, Marie, là, à y répondre. C'est une question de Jimmy Costa à tous, à Marie. Est-ce que vous pensez que le changement des comportements des consommateurs va perdurer même si un vaccin efficace est trouvé? Bonne question. C'est difficile de prédire le futur. Je pense que, comme j'ai mentionné, on se découvre un peu des goûts. Là, je vais faire un parallèle qui n'est pas sur le consommateur, là, mais qui est sur ce que moi je connais, un prof d'université. Et donc, je pense à l'enseignement qu'on fait. Avant la crise, il y en avait plusieurs qui disaient faites de l'enseignement à distance, rendez vos cours disponibles, pas juste en présentiel, mais en mode hybride ou à distance, tout ça. On était nombreux à être très frileux à cette perspective-là. Puis là, on a été obligé de le faire. On n'avait pas le choix. On a dû terminer notre session d'hiver complètement à distance. Et je parle pour moi, mais je sais que cette même réaction est partagée par plusieurs de mes collègues. On est comme, ouais, finalement, il y a quand même des bons côtés. Je peux enregistrer ma petite capsule où est-ce que j'explique mon concept. Puis là, je fais un Zoom avec mes élèves. Puis là, ils peuvent poser des questions et ainsi de suite. On a découvert des bénéfices à ça. Je pense que ça ne remplace pas 100% l'expérience présentielle, mais ça peut venir la complémenter. Puis je suis pas mal sûre que dans le futur, même une fois qu'on va pouvoir retourner à une situation sanitaire normale, on va vouloir incorporer ces nouveaux éléments-là. Donc, je pense qu'au niveau de la consommation, ça peut être la même chose aussi. On ne va certainement pas vouloir continuer la situation actuelle ou complètement confinée parce qu'il y a personne qui était enchanté de 100% de cette situation. Mais je crois qu'on va apprendre, c'est comme avoir des nouvelles cordes à son arc, puis de se dire, ce qu'on avait fait, finalement, ça marchait bien. On allait chercher des gens d'autres façons. On avait l'exemple tout à l'heure du musée. Moi, j'adore aller dans les musées, mais je déteste les foules dans les musées. Et donc, cette expérience-là m'attire énormément. Et donc, j'aimerais pouvoir réserver ma place dans mon musée pour être tranquille, faire mon tour. Donc, ça, c'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres, je suis sûre, donc ils vont se développer. Alors, je pense qu'on va revenir d'une certaine mesure à la normale, mais pas 100% non plus. On va apprendre, puis on va innover avec ça. Merci Marie et merci à tous. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je me fais tout le temps là, un devoir de terminer à l'heure. Alors, je remercie les participants qui sont en ligne, Anne-Marie, Marie, Roger, nos partenaires de l'événement. Et puis, si vous vous êtes connectés en retard, vous pouvez dans le chat, mais sachez que vous pouvez revoir la présentation d'aujourd'hui, le panel d'aujourd'hui en rediffusion dès demain sur le site de la Chambre. Puis juste pour faire un petit peu de promotion là, sur ce qui s'en vient, le 11 juin, donc demain, je vous invite à être avec nous pour le prochain événement virtuel où on reçoit la CNSST. Alors, on va être heureux de pouvoir discuter de la réorganisation des commerces et des entreprises au temps de cette COVID-19. Alors, merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.